nous allons poursuivre notre journée qui a une programmation dense, donc on ne va pas perdre davantage de temps. Je suis très très heureuse d'accueillir autour de cette table, sur cette tribune, autour de ce sujet, deux personnalités qui s'expriment sur la guerre en Ukraine, sur bien d'autres sujets, et qui, je dois dire, n'ont jamais varié dans leur lucidité, dans leur dénonciation de ce qui se passe et dans leur défense de l'Ukraine et de la démocratie. Donc j'ai à ma droite Vincent Hugeux, grand rapporteur, et Nicolas Tenzer, professeur à Sciences Po, auteur de l'Ukraine, notre guerre contre le crime de l'oubli, auteur de blog Tenzer Strategics qui régulièrement informe et donc de ce qui se passe et nous livre ses analyses, et j'en oublie, donc CERAP, c'est pas membre de bien d'autres centres d'analyse et de décision. Dans cette table ronde, on s'est volontairement arrêté sur le monde occidental. C'est vrai qu'on a voulu parler de la situation dans le monde, mais quand on a envisagé et quand on a organisé cette rencontre, on ne pensait pas devoir affronter un tel bouleversement qui est donc le volte-face de la politique américaine, ou en tout cas la situation qui nous amène aujourd'hui avec les déclarations de Donald Trump. Et ma première question, puisque notre rencontre est une troisième de la série, donc c'est à chaque fois un bilan de l'année, et ensuite on va essayer d'esquisser les perspectives. Ma première question est de se demander, de savoir comment on a pu passer de condamner et faire payer la Russie à l'Ukraine, donc les deux belligérants doivent faire des concessions, voire l'Ukraine doit faire ses concessions, accepter le fait accompli, effaçant complètement la distinction entre l'agresseur et l'agressé, alors que Trump est allé encore plus loin jusqu'à accuser l'Ukraine d'avoir déclenché cette guerre. Comment on a pu arriver à ce revirement durant cette année ? Bien. Merci d'abord une nouvelle fois pour cette invitation. C'est un honneur de pouvoir s'exprimer devant un parterre de cette qualité. Je vais commencer, si vous voulez bien, donc en guise de préambule, par une sorte de parabole visuelle. Nous sommes en 2029, au cœur de la ville de Bruxelles, et vous avez là, sur cette place, deux statues dorées à leur fin qui se font face, l'une de Vladimir Poutine, l'autre de Donald Trump. Alors, à partir de ce constat visuel, deux scénarios possibles. Le premier scénario est dystopique. Ils sont là parce qu'ils sont en quelque sorte les vainqueurs d'un processus de vassalisation de l'Europe et devant lesquels il convient, sous peine d'amende, de se prosterner. Et puis la version utopique, c'est l'autre, c'est ils sont là parce que précisément ils auront été, à leur corps défendant, les acteurs principaux d'un réveil de l'Europe, laquelle s'était clairement assoupie, notamment à l'ombre du totem de l'article 5 de la charte de l'OTAN. J'en viens maintenant plus directement à la question. Il est, à mon sens, indéniable que le facteur Trump joue, mais n'explique pas tout. C'est vrai qu'il contribue à une forme de désinhibition, à une forme de sacralisation du primat de la force sur le droit, sans qu'il soit besoin de passer par des circonvolutions rhétoriques ou des discours d'antiphrase. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui a libéré en quelque sorte beaucoup de démons aux États-Unis et ailleurs. Mais maintenant, on est aussi là pour balayer devant notre porte. Quand le moment sera venu d'écrire l'histoire de cette tragédie, sans doute faudra-t-il admettre que l'Europe, je parle d'elle et on élargira à l'Occident global, comme on dit dans la vulgate kremliniste, eh bien, l'Europe aura réalisé l'exploit d'être prise de court, voire prise de panique, par l'accélération du désastre qu'incarne aujourd'hui un Trump et tous les histrions incultes et arrogants qui l'entourent. C'est-à-dire que c'est un peu comme si
on n'avait pas voulu lire Trump, pas plus qu'on avait voulu lire Poutine. Vous allez me dire, il n'écrit pas beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, au passage, je vous fais observer que son fameux Art of Deal est paru, tiens donc, en 1987, qui est précisément l'année de sa première visite à Moscou, dans son costume de ce qu'il n'a jamais cessé d'être, c'est-à-dire un promoteur immobilier pour qui tout n'est que terrain à bâtir ou à rebâtir et qui considère que les territoires n'ont ni passé, ni mémoire, ni histoire, ni peuple. Bon. Eh bien, ce Art of Deal, alors au passage, hein, il l'a signé à défaut de l'avoir écrit, puisque en réalité ce bouquin a été rédigé par un journaliste qui s'appelle Tony Schwartz, qui avait d'ailleurs officié dans des titres plutôt honorables, tels que le New York Times, et qui, quelques années plus tard, expliquera que Trump n'a jamais écrit la moindre ligne de cet opus et qu'il s'est contenté de biffer quelques mentions qui auraient pu compliquer ses relations ultérieures avec quelques affairistes américains ou pas. Donc ça, c'est indéniable que on n'a pas voulu voir venir. C'est-à-dire que on se disait jusqu'au dernier moment, et au fond, on a tous peut-être caressé ce wishful thinking, cette pensée magique, que Kamala Harris, sur le fil, allait l'emporter. Ou bien que Trump réélu, au resco referens, serait assagi, ne serait pas mu par une sorte de pulsion de vengeance, de hargne, de rage et de revanche. Bon. Et là, c'est un peu comme, si vous voulez, les seuls, et il n'est jamais trop tard pour leur rendre hommage, les seuls qui avaient compris au début de l'année 2022 que oui, Poutine allait passer à l'acte. Oui, il allait déclencher cet apocalypse-là. C'est ceux qui avaient lu Poutine dans le texte depuis la fin des années 90. Eh bien, si vous lisez Trump dans le texte, et bon, c'est pas une tâche si lourde que cela, parce qu'il a fort peu écrit, ou fait écrire par d'autres, mais il faut quand même se souvenir d'un autre épisode. J'ai évoqué 87, donc année de sortie de The Art of Deal. 87, c'est donc aussi l'année de sa première visite à Moscou, et c'est aussi l'année où il achète 4 pages de publicité dans plusieurs quotidiens américains, dont le New York Times, le Washington Post, le Boston Globe notamment. Et que dit-il dans ces 4 pages de publicité qu'il paie au prix du marché? Ça lui est arrivé quelquefois. Il dit il y en a marre, pourquoi faudrait-il que l'Amérique continue de payer, de financer la défense de nations qui ont les moyens de se défendre? Donc, ne feignons pas de découvrir le Trump d'aujourd'hui et cette sorte d'assise argumentaire qui est la sienne aujourd'hui pour justifier une trahison et une lâcheté. Donc, c'est la raison pour laquelle, et à ce stade, je m'arrêterai là, c'est d'une certaine manière, l'Europe, pour ne parler que d'elle à ce stade, est en fait co-responsable de ce qui est advenu. Dire qu'on a été nombreux, Dieu merci, mais avec un insuccès navrant, à d'emblée expliquer qu'en matière militaire, il y a des retards qui ne se rattrapent pas. Qu'en matière militaire, il y a des palinodies, des allers-retours, des embardées qui sont pain béni pour l'agresseur. Et hélas, l'Europe elle-même n'a jamais été ni homogène ni unie. Et je termine là-dessus. Quand on dit face au monde occidental, il n'y a pas, on peut le déplorer, en tout cas il faut le constater, il n'y a pas un monde occidental. Il y a des mondes, ou alors un monde fragmenté. Pour ne citer qu'un exemple que vous connaissez tous, il est parfaitement clair qu'un Viktor Orban agit publiquement et dans ses relations diplomatiques bilatérales comme un agent d'influence pro-russe au cœur de l'Union européenne. Donc c'est la raison pour laquelle ce qui advient aujourd'hui n'était ni imprévisible ni fatal. Merci. Merci, je vais aller dans le prolongement de ce que vient de dire Vincent, peut-être de manière un tout petit peu plus radicale encore, même si je suis évidemment entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. D'abord, effectivement, en ce qui concerne Trump, on assiste à un renversement d'alliance, brutal, radical, total, qui n'est pas surprenant, et indépendamment des raisons peut-être financières qui ont été bien documentées par un certain nombre de films, je pense au documentaire d'Antoine Vitkim, de livres, je pense au livre de Régis Janté, d'autres également, des articles qu'on a pu lire même avant d'ailleurs dans la presse aussi bien américaine que d'autres pays.
Il y a d'abord une forme de connivence idéologique totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence idéologique fondamentale entre Poutine et Trump, et je rajouterai d'ailleurs Xi Jinping. Et donc ne pensons pas qu'à un certain moment on va avoir un Trump qui va s'insurger contre Xi Jinping, défendre à tout prix Taïwan, se mettre à défendre les Ouïghours ou les Tibétains martyrisés par le régime chinois non plus. Là, soyons parfaitement clairs là-dessus. Il y a une connivence idéologique, un mépris total pour la règle de droit, pour les droits de l'homme en général, pour le droit international encore plus, une indifférence totale, alors chez Poutine et Xi Jinping ça va jusqu'au crime, évidemment, crime de masse, mais une indifférence totale pour les personnes humaines, et aussi sur le plan géostratégique, chez Trump, une révérence pour les soi-disant grandes nations, grands pouvoirs. C'est-à-dire qu'il est dans la fameuse doctrine classique de ce qu'on appelle parfois la Great Powers Politics, enfin la politique des grandes puissances. De toute manière, les petites nations, comme dirait Kundera, ou les moyennes nations, y compris l'Ukraine ou les autres, vraiment ne les intéressent pas, n'existent pas. Elles peuvent être découpées, charcutées, voilà, et c'est personnes qui y vivent de la même manière. Ça, je pense que c'est la première chose. Deuxième remarque, mais je vais aller un peu plus loin donc, je pense que la culpabilité de l'Occident global, entre guillemets, en fait est une culpabilité qui précède Trump, même si Trump va aller, je dirais, jusqu'à l'acmé, le point extrême en quelque sorte de cette destruction. Je n'ai pas entendu beaucoup de dirigeants occidentaux depuis le début, je dirais, de la guerre, 2014, encore, et pas plus d'ailleurs depuis le début de la guerre totale, d'extermination, depuis 2022, exprimer régulièrement, disons, leur dénonciation des crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et d'agression, les 4 catégories qui ont été définies par le tribunal de Nuremberg. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu voir, moi c'est déjà quelque chose que j'avais dénoncé dans le dernier livre, d'ailleurs Véronique y faisait allusion tout à l'heure, le fait que le crime est le message, pour paraphraser McLuhan. C'est-à-dire que le crime commis pour Poutine depuis la seconde guerre de Tchétchénie, en fait ça a été la constance de sa politique et ce crime est signifiant. Il dit quelque chose sur la réalité du régime, sur l'intention du régime. Et moi je me rappelle, il y aurait été de ceux qui avaient appelé au boycott de la Coupe du Monde de foot en Russie en 2018. Je me disais, mais comment est-ce que des dirigeants peuvent se montrer avec un criminel, le tutoyer, le féliciter pour la superbe organisation de cette coupe, blablabla. Heureusement qu'il y avait les Pussy Riots qui ont sauvé l'honneur, si j'ose dire. Voilà, alors qu'on avait en face un criminel à la Totorina ou à Al Capone, enfin, vous prenez la référence que vous voulez. Donc ça, déjà, il y avait cet oubli. Que deuxièmement, et là je viens sur le plan géostratégique à strictement parler, qui parmi les dirigeants occidentaux, à part un certain nombre de dirigeants des pays baltes, certains en Pologne, certains aussi dans les pays nordiques, ont défini dès 2022, je devrais dire dès 2014, un objectif clair qui est la victoire totale de l'Ukraine et qui est la défaite radicale de la Russie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de récit derrière, de récit de la victoire, de récit de ce qu'il faut faire, de but ultime, quelles qu'en soient les difficultés, etc., comment est-ce que vous pouvez derrière tenir bon par rapport à des prétendues négociations qui sont en train, effectivement, d'aboutir sur le sacrifice total d'une partie des Ukrainiens. Parce que soyons clairs là aussi, pardon de le répéter, parce que je crois que c'est un point essentiel, dire qu'on abandonne une partie des territoires aux mains des Russes, ça veut dire qu'on donne à Poutine un droit, comme une sorte de permis de chasse si vous voulez, un droit de tuer, exécution sommaire courante dans ces territoires, de torturer, partout où les Russes s'installent, vous avez des chambres de torture, de violer, on en a parlé tout à l'heure, de déporter les enfants. C'est ça la réalité. Et quand on dit, oui, mais
Soyons réalistes, mais, parole, vous voyez à quoi je fais référence, mais elle est répétée quand même assez souvent, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, on ne se rend absolument pas compte que l'on est en train de continuer et d'autoriser le crime. C'est-à-dire que tout le message, principe, blablabla, si j'ose dire, tel qu'ils le considèrent, eux, de l'Occident global, sur le respect du droit international, eh bien, et qui est un facteur de légitimité de cet Occident global, entre guillemets, pas seulement de l'Occident global, parce qu'après tout, les dissidents de Hong Kong, les révolutionnaires syriens, etc., ont montré qu'ils étaient de ce côté-là sans être de l'Occident. Mais ce message-là est en train de complètement disparaître. Et je crois que ça a des conséquences terribles. Ça a des conséquences aussi sur l'Europe, c'est-à-dire que si l'Europe dit « Ah, l'âge, soulagement », bon, on a quand même des garanties de sécurité. Bon, malheureusement, l'Ukraine, on n'a pas pu retrouver pour l'instant sa souveraineté, on verra un jour, forçant même Zelensky à dire peut-être que par la diplomatie nous allons. Et je plains Zelensky d'avoir eu à dire ce genre de choses qui sont dues au lâchage radical de l'Occident. Voilà. Je crois que tous ces éléments-là montrent en fait que tous les éléments de ce compromis, de cette espèce de deal boiteux que préparent Poutine et Trump, étaient déjà en place, même si, encore une fois, Trump les pousse de manière radicale. Je vous remercie beaucoup. Je constate la convergence de vos regards. Nous sommes le lendemain des élections allemandes, et donc on ne peut pas... et je voudrais vous poser la question sur l'avenir de l'Europe, puisque Kaja Kallas l'a dit d'ailleurs avant même les déclarations de Trump, que l'Europe va se substituer aux États-Unis ou va apporter à l'Ukraine l'aide nécessaire. Nous savons que l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Norvège, c'est 500 millions de personnes. C'est le potentiel économique suffisant. Est-ce que nous avons de la volonté et de la capacité de le faire? Alors, puisque vous évoquiez en préambule le scrutin allemand qui, grosso modo, a livré le verdict que l'on pouvait attendre et redouter, peut-être une mini-divine surprise, ce sont les propos qui ont été tenus par le très probable futur chancelier Merz, donc le leader de la CDU. Il semble, lui, faire bouger les lignes par rapport à ce qui était la doctrine, je dirais, quasiment ancestrale de l'Allemagne post-Deuxième Guerre mondiale. Et voyons si les contraintes de la coalition qu'il va devoir composer lui permettront d'avoir une marge de manœuvre suffisante. Mais là, il y a une toute petite lueur d'espoir. Bon, encore une fois, soyons prudents. Aujourd'hui même, l'Union européenne a annoncé qu'elle imposait à la Russie un 16e train de sanctions, avec notamment, dans le ciblage, 73 de ces pétroliers de ce qu'on appelle la fameuse flotte fantôme russe, qui a pour vocation de contourner l'embargo, notamment sur les livraisons d'or noir, mais également d'autres mesures d'interdiction, d'importation de l'aluminium. Alors, là encore, on peut avoir deux lectures. On peut considérer que c'est le gage de la persistance d'un volontarisme, alors à rayon d'action limité, mais quand même. Puis on peut aussi se dire, par rapport aux enjeux qu'on vient d'évoquer à l'instant, que c'est quand même une piqûre d'épingle sur la carapace du pachyderme, quoi. Je ne pense pas que c'est ça qui va troubler les nuits de Vladimir Poutine et son orchestre. Et par rapport à l'Europe, il y a un autre enjeu qu'on finit par oublier un peu, qui est celui des opinions publiques. C'est-à-dire que dès le début, on a souligné l'importance d'accompagner les décisions de soutien ouvert à l'Ukraine d'une forme de pédagogie qui montrait à nos concitoyens qu'il n'y avait nul mépris pour les rudesses du quotidien, de la chômeuse, de l'ouvrier, du paysan désargenté, etc., mais qu'il y avait là un enjeu majeur. Et en fait, ce petit refrain, il a flotté sans que vraiment on ait la certitude qu'il est suffisamment percolé dans les consciences pour être admis aujourd'hui. Donc ça veut dire que si l'Europe se réveille, pourvu qu'elle soit capable de le faire, il faudra remettre sur le tapis cet effort d'explication, de pédagogie au niveau donc
des décideurs, de l'Europe, de chacune des nations qui la composent. Et enfin, peut-être un dernier mot. Dans un tweet récent, alors bon, pour l'anecdote, moi j'ai cessé de tweeter le jour même où Elon Musk a pris les rênes de cette maison, mais pour des raisons, je dirais, professionnelles, j'ai un compte qui est toujours actif pour consulter les contributions que j'estime de qualité. Et l'ancien ambassadeur, le diplomate Michel Duclos, citait dans une récente contribution une phrase d'Astolphe de Custine, ce marquis très connu pour son ouvrage « La Russie en 1839 ». Et qu'écrivait Custine, je le cite, « La Russie voit dans l'Europe une proie qui lui sera livrée tôt ou tard par nos dissensions. Elle fomente chez nous l'anarchie dans l'espoir de profiter d'une corruption favorisée par elle. » Cliché journalistique increvable, c'est d'une brûlante et troublante actualité. Et je crois que ça rejoint d'une certaine manière aussi la première question, c'est que rhétoriquement, on a vu défiler des tas de responsables, élus ou pas, qui disaient avoir pris conscience de l'enjeu, avoir compris que les appétits russes, de par leur nature même, ne s'arrêteraient pas aux frontières d'une Ukraine vassalisée, etc. Mais en réalité, c'est un peu comme si on se dispensait d'agir par la surenchère rhétorique et proclamatoire. Et moi, au fond, c'est ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Alors, sur effectivement l'Europe, d'abord plusieurs constats. L'un que je voudrais comme rappeler malgré tout, j'allais dire ça c'est la face lumineuse, c'est que jusqu'à présent l'Europe a aidé plus l'Ukraine que les États-Unis. Il faut le répéter par rapport aussi non seulement aux mensonges de Trump, mais aussi par rapport à des mensonges. J'étais encore confronté à un intervenant loufoque sur je ne sais plus quel plateau qui disait mais non c'est faux. Si, c'est vrai, et on a les chiffres, 115 milliards en gros contre 175 milliards, enfin bon, là-dessus les choses. Donc ça veut dire que l'Europe, malgré tout, s'est mobilisée. Oui, face lumineuse, mais enfin il y a aussi le dark side of the moon. Et la face cachée de la Lune, ou la face sombre de la Lune, c'est un peu autre chose, c'est que malgré tout, tous les avertissements sur le fait que la Russie ne s'arrêterait pas là, qu'il fallait d'abord défendre l'Ukraine beaucoup plus que nous l'avions fait, qu'il fallait sauver d'abord les Ukrainiens. Il y a quand même derrière la responsabilité de protéger, c'est pas quelque chose, à mon sens, qui doit être vain. Et nous ne l'avons pas fait, pas plus que les États-Unis de Biden, bien sûr. Mais le fait même que, je dirais, les avertissements sur le désengagement américain, sur le fait qu'il y avait urgence à réarmer de manière massive, c'était des choses qu'un certain nombre d'entre nous, aussi bien d'ailleurs des journalistes, des civils, des militaires, enfin des experts divers, de plusieurs pays d'ailleurs, disions depuis assez longtemps. Aujourd'hui, je me rappellerai même le discours prononcé par Emmanuel Macron au salon Eurosatori en juin 2022, où le président disait « Nous devons, dans le cas de l'Union européenne, ne parlait pas que de la France, passer en économie de guerre ». Et aujourd'hui, il répète ce discours, mais qu'est-ce que ça veut dire passer en économie de guerre ? Ça veut dire plusieurs choses, et ça veut dire aussi adopter ce que j'avais appelé une diplomatie de guerre. L'économie de guerre, ça peut aller jusqu'à la réquisition des entreprises civiles. Il y a des textes pour cela, il y a des dispositifs légaux qui sont prévus, voilà, et c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi, pour reprendre une expression russe, ça veut dire aussi que la guerre rentre dans notre cuisine. Je crois que, et de la cuisine de chacun des Européens, je ne parle pas uniquement bien sûr des Français. Or, un certain nombre de dirigeants ont cessé de déclarer, et je comprends qu'il n'ait pas dit le contraire, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Alors même que la Russie, d'abord en Ukraine, même si elle n'était pas membre de l'Union européenne et de l'OTAN, nous faisait la guerre. Et que même par rapport à la doctrine de dissuasion de l'OTAN en général, enfin dissuasion au sens large, je ne parle pas de dissuasion nucléaire ici, le fait d'attaquer l'Ukraine constituait une menace directe pour les pays de l'OTAN.
Je crois que cette réalité-là, elle n'a pas été dite, elle n'a pas été intériorisée. Et que derrière, par rapport à l'enjeu décisif de communication, dont parlait Vincent tout à l'heure, qui pour moi était décisif, mais quelque chose que j'ai pu dire publiquement ou en privé, je crois qu'il était absolument nécessaire, d'insister et de montrer les images des crimes. Alors, on les voit sur les réseaux sociaux, oui. Parfois, on les voit aussi dans les journaux, les versions imprimées de différents journaux, oui. Mais imaginez que les présidents, les premiers ministres des pays européens eux-mêmes les montrent ces enfants estropiés, ces corps parfois déchiquetés, montrés avec la discrétion et la décence nécessaire, bien sûr. Bien, il fallait montrer les choses, montrer cette immensité des crimes. Et puis il fallait expliquer aussi en quoi consistaient ces menaces russes, de manière très directe, que ce soit des assassinats ciblés sur le sol européen, que ce soit des attentats quand même de nature terroriste, ou en tout cas le début de ce type d'attentat, que ce soit les actions de propagande massive visant à déstabiliser les démocraties, sans, point que j'ai beaucoup développé lors de mes 2 auditions d'ailleurs à la commission de l'Assemblée nationale, commission du Sénat sur ces sujets l'année dernière et l'année précédente, sans punition, ou parfois même de dispositif légal de punition des agents stipendiés. Je ne parle pas là de la liberté d'opinion, où chacun peut exprimer librement, mais il y a tout un dispositif légal à concevoir. Passer en économie de guerre ou en régime de guerre, de manière beaucoup plus large, ou en diplomatie de guerre, ça suppose aussi d'aller jusque-là. Et ça suppose aussi de faire taire un certain nombre de récits. Parfois, on me pose sur des plateaux de télévision, mais quand même, vous n'allez pas imaginer, monsieur, qu'on verra demain des chars russes défiler sur les Champs-Élysées. Ce n'est pas de ce dont il s'agit, soyons parfaitement clairs, là aussi. En tout cas, pas quand même à moyen terme. Et donc, je pense que là aussi, il faut bien préciser les choses. Il y a toute cette affaire, cet effort à faire. Alors, j'ai vu effectivement dans ce qu'on appelle le chat avec les internautes, Emmanuel Macron a commencé à le faire, voilà. Mais avec un certain nombre de récits qui, à mon avis, ne sont pas encore les récits complètement adaptés et dramatisés. Et ce n'est pas un discours, d'ailleurs, qui se construit par une communication à un moment T, et puis après qui cesse pendant 2 mois. Ça doit être un discours qui doit être relayé, repris, organisé. Il y a toute une stratégie à avoir pour communiquer sur la réalité de la menace. Et on ne peut pas dire, je terminerai là-dessus, on ne peut pas dire en même temps, oui, mais peut-être on va trouver un accord avec la Russie, on va quand même, accepter que malgré les garanties de sécurité qu'il faut trouver, etc., accepter qu'une partie des territoires ukrainiens reste occupée, et de l'autre côté dire attention, nous sommes en guerre avec la Russie, parce qu'on sait très bien que si on a ce soi-disant accord de paix, qu'il soit à la Trump ou autre, la Russie va continuer à se réarmer. Que si les États-Unis lâchent leurs sanctions, recommencent à commercer, comme c'est ressorti de la réunion récente à Riyad entre Marco Rubio et Sergueï Lavrov, continuent à commercer, reprennent le commerce avec la Russie, eh bien, que va faire Poutine? D'ailleurs, il l'a annoncé dans un discours, je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche. Il a dit, mais de toute manière, devant les menaces terribles, effectivement, pour l'intégrité de la Russie, sa souveraineté, on va continuer à réarmer. Et donc, il y a un certain moment où vous avez, je pourrais en donner 1000 exemples, une forme de dissonance cognitive dans l'expression de 2 idées qui, logiquement, ne peuvent pas tenir ensemble. Dans le sillage de ce que Nicolas Tenzer vient de dépeindre, l'Institut de Kiel, qui est cet institut allemand qui produit très souvent des notes et des rapports de nature géostratégique, a publié vendredi une note, précisément, où l'hypothèse de travail consiste à dire, imaginons effectivement que demain matin, l'Europe ne puisse absolument plus compter sur ce qu'on appelle par communauté de langage le parapluie américain. Quand
par la toxicité de ce qu'il convoie. Il est plus bulgare qu'américain, le parapluie, mais peu importe. À quel prix l'Europe pourrait-elle contenir les appétits de la Russie? Et tout ça est chiffré de manière très, très méthodique. Eh bien, on n'échapperait pas à ce double effort, réarmement massif et recrutement massif aussi. Parce que, notamment en termes d'effectifs, l'un des effets pervers de la professionnalisation de l'armée, c'est effectivement qu'on n'est plus dans des peuples en guerre, mais que ceci est en quelque sorte délégué à une élite. Et ce qui est le plus désolant, mais on ne peut pas réécrire ou rebroder l'histoire, c'est que, là encore, ça n'était pas fatal. C'est-à-dire que s'il y avait eu moins de tiédeur au moment clé des 2 premières années, on n'en serait pas là. Mais c'est comme ça. Bon, donc c'est de toute façon vain de rembobiner le film. Le concept d'économie de guerre que Nicolas évoquait à l'instant, pour moi, illustre parfaitement cette propension que je mentionnais incidemment tout à l'heure à se payer de mots. La Russie est en économie de guerre. Bon, c'est bien que c'est un régime qui fonctionne au Knut, donc c'est un décret, c'est des oukases, etc. L'économie de guerre, concrètement, ça veut dire que vous convertissez une ligne de production d'automobiles en ligne de production d'armement ou de véhicules blindés. Bon, on n'en est pas là du tout. Je ne dis pas que ceux qui ont professé cette métamorphose étaient insincères, mais je constate qu'il y a un abîme entre le passage à l'économie de guerre version russe et celle essentiellement rhétorique de la France, par exemple. Je vous recommande, si vous en avez le temps, d'écouter, vous trouvez ça très facilement avec n'importe quel moteur de recherche, un propos qui a été tenu récemment dans une interview télévisée par l'ancien patron du MI6 britannique, donc renseignement extérieur, ce qui correspond à la DGSE chez nous, qui s'appelle Alex Younger, et en 8 minutes, il livre une analyse absolument saisissante, à la fois du pourquoi en est-on là et vers où va-t-on. Et il souligne un élément important, qui consiste à considérer que Trump est en train de se faire flouer, berner par Poutine dans les grandes largeurs, parce que notamment Poutine et peut-être son entourage ont compris à quel point flatter l'ego de Trump pouvait être stratégiquement productif. Et il explique, donc cet ancien maître espion britannique, que Trump donc, raisonne comme l'agent immobilier que j'évoquais tout à l'heure en territoire, bon, alors que Poutine raisonne en souveraineté. Et l'idée qu'il y aurait derrière le coup d'éclat tragique de Trump une sorte de finesse machiavélique consistante à pactiser temporairement avec Moscou pour affaiblir l'ennemi systémique de l'Amérique, c'est-à-dire la Chine, etc. J'adorerais y croire, mais je crois que c'est lui faire beaucoup d'honneur, à lui et à ceux qui l'entourent. Parce qu'un dernier point là-dessus. Une des raisons pour lesquelles beaucoup n'ont pas compris en quoi l'élection de Trump était en fait la promesse du désastre, c'est qu'il raisonnait avec les paramètres de Trump premier acte, qui étaient déjà assez désespérants comme ça, mais où il y avait encore quelques garde-fous, et là pour le coup l'expression me paraît appropriée. Comme vous le savez, comme vous le voyez, il n'y en a plus du tout. Il a anéanti tout ce qui pouvait ressembler à l'ébauche de l'esquisse d'un contre-pouvoir, ou d'un frein, etc. Et puis surtout, on est passé de l'époque du repli, l'Amérique n'a pas à être le gendarme du monde, America First, à America Everywhere. Un peu comme d'ailleurs Poutine, Nicolas évoquait en quelque sorte la parenté idéologique entre les deux personnages, qui vous explique, et qui l'écrit depuis plusieurs décennies, là où il y a des Russes et la Russie, là où on parle russe et la Russie. Ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a voulu croire à des galéjades, le Groenland, le Canada, etc., etc. Non, non. Il faut, hélas, prendre tout ça très, très au sérieux. Et enfin, et je termine là-dessus parce que c'était aussi Alex Younger qui soulignait ça, il disait l'effort principal devrait porter, et quelles que soient les critiques qu'on puisse formuler à son endroit, bon courage au président français dans les heures qui viennent, devrait porter vers
la nécessité de convaincre Trump que lâcher l'Europe et trahir l'Ukraine est aussi une erreur dévastatrice pour lui-même et pour ses desseins, précisément par rapport à la Chine. Parce que vous savez très bien l'effet désinhibiteur de ce primat assumé de la force sur le droit, c'est par exemple, je ne cite que celui-là, il y en a 100 autres, c'est un message détestable qui est envoyé à Xi Jinping, par exemple, par rapport aux ambitions taïwanaises. Il a réagi ou non? Merci. Je vais juste d'ailleurs réagir sur peut-être juste un petit point récemment avant de repasser le micro à Irina. Je pense que de toute manière, l'idée, et là aussi bon courage à Emmanuel Macron, je ne sais pas si c'est maintenant qu'il rencontre Donald Trump ou dans quelques minutes ou heures, mais penser que Trump pourrait être convaincu par des arguments rationnels de ce type me paraît extraordinairement douteux. Parce qu'effectivement, moi je veux dire, au début, et je voyais en discutant avec certains de mes amis américains, qui je parle comme assez régulièrement, y compris des républicains Never Trump, voilà, donc les républicains plutôt de la tendance McCain, disons en gros. Ils me disaient oui, mais quand même, Trump va revenir à la raison, il va comprendre. Je ne crois pas, c'est-à-dire qu'effectivement, rationnellement, par rapport à Poutine, il va apparaître comme le contraire de la manière dont il voudrait se présenter comme un homme fort, vous savez, avec tout ce côté masculiniste, viriliste, etc. Mais essayer même de le convaincre là-dessus, je pense que c'est totalement, vraiment totalement désespéré. Et il est effectivement dans sa bulle de son raisonnement propre. Et puis encore une fois, les facteurs de compromission et les facteurs idéologiques sont probablement beaucoup plus fréquents, beaucoup plus importants. Deuxième élément, l'absence de contre-pouvoir me paraît extraordinairement inquiétante parce que je ne suis même pas sûr. Alors certains disent oui, mais il va y avoir un désastre économique aux États-Unis, l'inflation va remonter. Trump a fait campagne contre l'inflation, pas si forte que ça en fait, laissée par Joe Biden. Et donc du coup, lors des midterms de 2026, ça va être une débâcle pour les... Je ne suis même pas sûr. Parce que les républicains, les électeurs républicains, enfin plutôt les électeurs de MAGA, enfin les électeurs de Trump, en fait, les arguments économiques et même le ressenti personnel, je pense, passe au second plan, j'espère me tromper, par rapport à leur vision idéologique du monde. Et donc je suis tombé juste avant-hier soir sur un texte extraordinaire que je vous conseille de lire, qui devait être peut-être le dernier écrit avant son suicide de Stefan Zweig, dans un texte absolument sublime, et il parlait de l'idéologie hitlérienne, et il dit combien il était affolé, j'ai plus la phrase en tête, j'aurais dû la noter, combien il était affolé de voir que cette idéologie maintenant était une idéologie qui gagnait des millions de gens. Et que cette folie de la destruction, ce n'était pas uniquement celle de Hitler à l'époque, mais c'était celle, quelque chose qui était partagé de plus en plus largement. Et je pense que, voilà, il faut, replaçant évidemment la phrase dans un autre contexte, je pense qu'il faut se la rappeler. Merci beaucoup, Nicolas. Effectivement, on a parlé des pouvoirs et des contre-pouvoirs, de tout ce que Trump a détruit, mais quand on voit le vote au Congrès qui n'a pas voté l'aide à l'Ukraine, c'est-à-dire les démocrates ont voté et les républicains, quand bien même ne sont pas tous trumpistes, ont voté contre, ça oblige à poser la question quand même sur la prégnance et sur la véritable position qu'on puisse s'attendre à Trump, donc à l'intérieur des États-Unis, mais peut-être les choses s'organisent, enfin on parle beaucoup des choses qui ne sont pas encore visibles. Hier à la manifestation à la place de la Bastille, l'ambassadeur ukrainien a dit que l'Ukraine se bat contre 3 pays, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Tant il est vrai que donc les sanctions faisant quand même un certain impact, malgré tout ce qui peut être acheté en contournant les sanctions, etc., la Russie ne parvient plus à produire suffisamment d'armes et donc recourt aux armes et aux hommes nord-coréens et visiblement aussi à un soutien iranien. Vous avez déjà commencé à y répondre.
quel est l'intérêt des États-Unis à soutenir, à entrer dans cet axe qui a été combattu durant toutes les administrations précédentes? Alors, il est vrai que dans la rhétorique américaine, vous venez de citer deux des pays qui appartiennent à l'axe du mal. Bon. Alors d'abord, sur l'apport nord-coréen, il a été théâtralisé par l'envoi de ces 10 à 12 000 soldats, lesquels, selon les services de renseignement occidentaux, ne se sont pas aventurés en dehors de la zone qui, en territoire russe, dans le oblast de Koursk, est aujourd'hui tenue par les forces ukrainiennes, et que par ailleurs, leur efficacité au combat était assez indiscernable. Bon. En revanche, les apports, par exemple, en termes d'obus, là, sont beaucoup plus significatifs, même s'ils sont moins spectaculaires. Pour l'Iran, je pense qu'il faut admettre que la conjonction astrale est plutôt favorable à un affaiblissement des ambitions de Téhéran, qui a toujours voulu, c'est un pays dans lequel j'ai eu l'occasion de me rendre assez souvent en reportage, qui a toujours voulu, que ce soit sous les ayatollahs ou sous le Shah hier, être traité avec les égards dus à une superpuissance régionale. Bon. Là, avec la perte notamment du maillon syrien dans le lien vital vers le Hezbollah, création de la République islamique d'Iran au Liban, il y a un affaiblissement relatif. Je ne suis pas persuadé que l'exécutif iranien, qui est en plus soumis à de fortes tensions locales, et c'est pas seulement les mouvements Femmes, Vie, Liberté, Marsa Amini, avec tout le respect qui leur est dû, mais c'est parfois beaucoup plus prosaïquement des rébellions locales d'agriculteurs qui n'ont pas d'eau pour faire pousser leur culture, etc., etc. Donc les États-Unis n'ont pas d'intérêt, effectivement, à favoriser le renforcement de ces ennemis rituels, mais je suis même pas certain qu'il y ait aujourd'hui, dans la mission Trump, une pensée stratégique de cette nature. Mais il y a une petite scène qui m'a absolument sidéré, que j'ai presque trouvé romanesque. C'est après le premier contact à Riyad, voilà une dizaine de jours. Vous avez une sorte de conférence de presse improvisée avec les trois grâces. C'était donc Witkoff, envoyé spécial pour le Moyen-Orient, dont le seul mérite est quand même d'être un propriétaire foncier, un promoteur immobilier, un intime de Trump et un de ses partenaires de golf. Vous aviez Marco Rubio qui ne pouvait pas ouvrir la bouche sans dire que le président Trump est le seul homme qui peut ramener la paix sur Terre. Et puis le troisième, c'était Waltz, qui lui était apparemment embarrassé par l'usage même de l'art oratoire, à tel point qu'on ne comprenait pas très bien ce qu'il voulait signifier. Et donc je me dis, mais c'est donc ça qui alimente les prises de décision. C'est pour ça, effectivement, je suis d'accord avec Nicolas, miser sur, en quelque sorte, des choix rationnels qui seraient dictés par l'intérêt à long terme des États-Unis, c'est sans doute aujourd'hui totalement inopérant. Peu de choses, Vincent a déjà tout dit. D'abord, effectivement, je pense que la notion d'intérêt même, je dirais, dans la bouche de Trump et de son équipe, n'a pas de sens. Enfin, parce qu'on est dans un intérêt, encore une fois, purement idéologique. C'est même pas Make America Great Again. Enfin, si c'était ça, je dirais, faire une grande puissance respectée, forte, économiquement prospère, respectée dans le monde, admirée, la colline lumineuse, etc. Enfin, non, on n'est plus du tout dans la nation indispensable, comme disait Madeleine Albright. Toutes ces idées-là, enfin, je veux dire, c'est terminé, c'est derrière. Ça, il faut jamais l'oublier. Deuxièmement, le vrai sujet, c'est que j'ai pu étudier ça à un moment dans quelques écrits, mais la notion d'intérêt national qui est toujours ramenée sur la scène, au devant de la scène, par toutes les administrations américaines, c'est quelque chose qui est uniquement pensé en fonction de ce qu'à un certain moment le président décide. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est rationnellement élaboré, qui fait l'objet de documents, qui fait l'objet d'études approfondies.
Il y a aussi beaucoup d'études qui ont été publiées, vous savez, sur la marginalisation des think tanks et sur ce paradoxe d'ailleurs assez extraordinaire entre l'intelligence que l'on trouve dans un très grand nombre de think tanks américains, avec des études absolument remarquables, des gens de premier plan, y compris des gens qui ont pu travailler dans les différentes administrations républicaines, américaines, aussi bien d'ailleurs républicaines que démocrates, et la faiblesse du processus de décision. Mais que l'on peut, et là je me permets, parce que je crois que je l'ai oublié tout à l'heure, rebondir sur une seconde sur l'équipe précédente, qui porte une responsabilité immense, je dirais même culpabilité immense, dans ce qui s'est passé, ou plutôt dans ce qui ne s'est pas passé. Parce que si l'administration Biden avait voulu le faire, la guerre serait terminée et l'Ukraine aurait gagné. Vraiment, c'était quelque chose qui était possible. J'ai posé un jour la question à quelqu'un d'assez haut niveau, très proche de cette administration, et je lui ai dit, mais comment est-ce que vous analysez le processus de décision aux États-Unis? Qu'est-ce que le président Biden décide lui-même? Il m'a dit, il ne décide rien, il a donné une seule instruction vague à Jake Sullivan, son conseiller national de la sécurité, en lui disant « No World War III », pas de Troisième Guerre mondiale. That's it. Point. Et qu'à partir de là, Jake Sullivan a essayé d'interpréter, je dirais, la parole divine, non, parce que Biden ne croyait pas à Dieu, c'est la différence de Trump, mais il a essayé d'interpréter tout cela, et il a sorti effectivement une série de contraintes supplémentaires, d'autodissuasion, absolument terribles. Et je me rappelle une rencontre que j'ai eue avec Jake Sullivan au sommet de Vilnius de l'OTAN en juillet 2023, et on posait quelques questions, et à un moment, Jake Sullivan a dit « Nous, de toute manière, la seule chose que nous voulons, enfin nous Américains, c'est éviter une guerre entre l'OTAN et la Russie. » Et on lui a fait quelques ans, on a essayé de lui faire valoir, on lui a dit « Mais monsieur, c'est un récit russe. C'est un récit russe. » Alors, je ne suspecte absolument pas Jake Sullivan d'avoir été acheté par les Russes. C'est vraiment pas le sujet. Bien sûr que non. Mais ça veut dire que derrière tous les éléments de propagande, vous avez cette forme de propagande russe qui, finalement, investit les esprits, y compris des dirigeants et des conseillers de ces dirigeants. Et ça, je pense que c'est un facteur qu'il faut vraiment avoir en tête. C'est-à-dire que vous avez aussi bien la rupture Trump, mais aussi cette espèce de continuité par rapport à une absence d'objectifs fondamentaux. Et dernier point peut-être, qui vaut aussi bien pour Washington que pour la plupart des capitales occidentales, à l'exception probablement de Tallinn, Vilnius et de quelques autres, c'est que vous n'avez pas, du côté de l'administration américaine et de sa plupart de ses capitales, et ça, j'inclus Paris, probablement Londres dedans, vous n'avez pas de stratégie à long terme avec la Russie. Il n'y a pas du tout d'idée de voilà ce que nous voulons par rapport à notre intérêt, justement, intérêt national, intérêt de sécurité d'abord d'ailleurs. Qu'est-ce que nous voulons, comment nous voulons imaginer que la Russie évolue et comment nous devons agir pour que la Russie évolue dans telle ou telle direction au point qu'elle ne représente plus cette menace sécuritaire et cette menace humanitaire fondamentalement au cours des années et des décennies à venir. Vous n'avez rien. Aucune vision de moyen et long terme. C'est là aussi la discordance d'ailleurs entre la pensée de certains nombres de think tanks qui font des grands documents, etc., avec des vues globales, et puis la pauvreté, mais ça vaut en France aussi largement, soyons clairs, la pauvreté du processus de décision. Et sans doute aussi une mauvaise interprétation des intentions de Poutine. Le fait de ne pas comprendre ce qu'il disait réellement. Dans les 5 petites minutes qui nous restent, je voudrais vous poser la question sur les organisations internationales. Il y a quelques jours, on a été stupéfaits tous d'apprendre que la déclaration de G7, les États-Unis réussi à signer la déclaration commune qui désignait la Russie comme agresseur, mais qu'à l'ONU également, les États-Unis ont dit qu'ils ne signeraient pas
cette déclaration proposée par l'Ukraine et les membres des commissions européennes sur donc la déclaration pour le 3e anniversaire et sur le fait, donc les désignations claires des responsabilités dans cette guerre, etc. Et que les États-Unis proposaient leur propre version qui serait beaucoup plus soft, etc., où on parlerait vaguement de la paix. Donc, est-ce que ça veut dire que les organisations internationales telles que l'ONU ou même les clubs comme G7 ou en filigrane ces pays pourraient encore agir, jouer un rôle dans le monde à venir? Cette anecdote qui, pour moi, est très éloquente, puisqu'effectivement, il y a une sorte de contre-proposition américaine avec une formulation extrêmement vague, strictement conceptuelle et en 2 phrases et demie, c'est sans doute le reflet de la mort, alors clinique au moins, de l'idéal multilatéraliste. C'est-à-dire, pourquoi accorder du crédit à des institutions dont on a tout fait pour saper l'assise et la porter? Bon, donc c'est une sorte de théâtre d'ombre dans lequel on fait simplement l'effort de feindre d'eux. Au passage, là aussi, ça rejoint une des lubies idéologiques de la Trumposphère, c'est que toutes ces organisations, alors que ce soit l'OMS pour la santé, l'UNESCO pour la culture, mais même les Nations Unies elles-mêmes, sont noyautées par des intérêts qui visent à saper l'assise de l'aventure américaine. Donc voilà. Et hélas, je vois, malgré sa pugnacité à géométrie variable, je vois Antonio Guterres, donc ce diplomate portugais qui est secrétaire général des Nations Unies, comme un peu le chroniqueur navré d'une impuissance persistante. Donc je veux dire, on sait bien que l'avenir de l'Ukraine, mais l'avenir de l'Alliance Atlantique, l'avenir de l'Europe, ne se joue pas à la tribune des Nations Unies. C'est pas là que ça se passe. Et d'ailleurs, quand vous reprenez les écrits, là aussi anciens, en tout cas les propos de Trump sur toutes ces institutions, je dirais, supranationales ou planétaires, il a toujours été d'une infinie méfiance vis-à-vis de ça. Donc voilà, hélas, la lumière ne viendra pas de là. Puis on sait très bien aussi, mais pardon, presque vous faire injure que de la rappeler, mais imaginons même qu'il y ait une résolution je dirais, inattaquable par sa fermeté et des sanctions. La logique du droit de veto fait que de toute façon, c'est un acte symbolique et ça ne peut pas être autre chose que ça. Oui, plusieurs remarques effectivement qui vont corroborer tout cela. C'est que d'abord effectivement il y a une haine de Trump pour toute forme d'organisation multilatérale et toute forme d'ailleurs d'organisation où les États-Unis, c'est-à-dire lui-même, ne décideraient pas. Bon, dire là-dessus les choses, j'allais dire l'affaire est entendue. D'une certaine manière, que effectivement, la première décision annoncée, je dirais après son investiture, ça a été le fait qu'il quittait l'OMS. Il comptait aussi le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, quoi qu'on en pense par ailleurs, comme pas un modèle extraordinaire à défendre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, de toute manière, est mort depuis longtemps en raison du droit de veto. Et moi, je vous fais quelquefois dans différents écrits le plaidoyer, d'ailleurs repris par les Ukrainiens, que de toute manière il n'y avait aucune légitimité que la Russie d'ailleurs siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, il y a tous les arguments juridiques pour à la fois dire qu'elle n'avait pas de place là, mais qu'en plus, je ne vais pas reprendre là l'argument, qu'on avait toutes les raisons pour l'en expulser. De toute manière, là, les diplomates occidentaux, là, les autres, français, britanniques et autres, là, on ne peut quand même pas aller jusque-là, quand même, n'y pensez pas, etc. Donc, de toute manière, tout ce système-là est mort. Et, il est mort et il n'a intérêt qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, et ça ne change pas grand-chose. Avant, nous étions 3 contre 2, maintenant nous sommes 2 contre 3. C'est comme ça aussi la réalité des choses. Mais les prochains, dans les prochaines organisations qui vont être sur la liste, c'est quand même 2 autres qui sont importantes. Un, l'OSCE. Là aussi, à mon avis, l'OSCE va être en état de mort clinique. Elle l'est déjà avec les obstructions russes.
Mais là, on va avoir encore plus d'obstruction avec les États-Unis, et puis enfin l'OTAN, quand même. Je veux dire, quand on écoute les déclarations du 12 février de Peter Hexas, le secrétaire à la défense américain, même s'il dit oui, non, nous restons dans l'OTAN, point, etc. Enfin, il dit ça, enfin, période, etc. Mais derrière, tout ce qu'il dit sur l'OTAN par ailleurs montre qu'il n'y a aucune volonté de faire fonctionner l'organisation. Alors, je ne suis pas en train de dire que les États-Unis vont la quitter. Enfin, peut-être pas. En plus, il y a un texte voté par le Congrès, enfin, qui peut se défaire. Il n'y a pas d'autorisation de quitter l'OTAN. Bon. Mais derrière, vous pouvez complètement la déshabiller, la rendre complètement inopérante. Et quand vous avez, Vincent y faisait allusion tout à l'heure, quand vous avez les déclarations hier soir de Friedrich Merz, je la trouve extrêmement intéressante parce qu'il y a cette phrase, il a une phrase sur l'OTAN dans sa déclaration. Et je trouve que ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et là, on est effectivement vraiment au tournant. Je pense malgré tout qu'il y a des opportunités, alors non seulement pour les Européens au sens large, je mets les Britanniques, les Norvégiens, etc. dedans, mais je pense qu'il y a peut-être une opportunité aujourd'hui historique. Il faudrait un peu travailler, d'avoir aussi à bord les Japonais, les Australiens, les Sud-Coréens, et je ne voudrais pas qu'on les oublie quand même dans la bataille, parce que ce sont nos alliés, c'est un pays, j'emploie volontairement pays, allié, Taïwan.